Si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, en vous souhaitant une agréable fin de journée et en vous souhaitant la bienvenue au Collège Belgique pour donc cette seconde conférence du professeur Toubiana dans le cadre de la chaire Lavoisier, mais aussi prix 2021 de l'Académie royale de Belgique. Donc ce soir, Madame Toubiana nous donne la seconde conférence dans la suite de celle d'hier soir. Et puis, donc à la fin de cette conférence, comme hier, il y aura un temps de questions, réponses, d'échanges avec Madame Toubiana. Pour des raisons impératives de voyage, donc nous devrons vraiment clôturer notre séance de travail vers 18h25. Pour être sûr de pouvoir bénéficier des bonnes cadences ferroviaires, et puis un peu aussi avant, puisque le professeur Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, va nous rejoindre. C'est une question de minutes, et à la fin donc de la séance et de la conférence, il aura l'honneur de remettre le prix de l'Académie à Madame Toubiana de façon plus officielle. Voilà. Chère Madame Toubiana, merci par avance pour la conférence de ce soir. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de contrôler le temps. J'ai tendance à être un peu longue. Voilà, le micro parfait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, nous parlions hier des paradoxes de la souveraineté dans le régime de normes qui s'est créé autour des questions environnementales dans leur ensemble. Je vais largement continuer cette réflexion aussi, encore une fois, sous l'angle de la crise climatique et en essayant de comprendre peut-être davantage le rapport troublant que nos sociétés entretiennent vis-à-vis des crises aujourd'hui. Et évidemment, même si ce sera qu'une très brève allusion, faire référence à cette crise du Covid que nous connaissons, à la fois sur sa brutalité, l'impressionnante vitesse auquel les scientifiques ont répondu, en particulier évidemment la mise en place, la découverte et la mise au point des vaccins. Mais en même temps, ce qui est tout de même frappant, c'est malgré cet extraordinaire progrès et cette rapidité de réaction, d'une part le fait que beaucoup de scientifiques avaient anticipé, et c'est évidemment pas la première crise disons sanitaire que nous connaissons, mais qu'en même temps on n'a pas, ce qui est frappant, ce qui me paraît frappant dans ce fait, l'inégalité dans la distribution des vaccins, dont nous savons très bien que cette inégalité prolonge la crise sanitaire et qui en même temps ne crée pas les actions, enfin ne permet pas les actions politiques qui sont nécessaires. Et au fond, c'est un premier exemple de dissonance cognitive fondamentale dans notre rapport à la crise. La surprotection, la suractivité dans nos pays développés autour de la gestion de la crise sanitaire montre cette dissonance, puisque tout le monde sait, là c'est une connaissance bien établie, ça n'est pas quelque chose de nouveau, que le fait de laisser le virus se développer ailleurs va prolonger encore et encore, grâce évidemment aux mutations des virus, cette crise sanitaire. Et tout le monde le sait, et en même temps, on ne peut pas dire que ça se passe. C'est-à-dire que la mobilisation des financements, de la production des vaccins, leur distribution, il y a des efforts, mais rien à voir avec le problème que nous connaissons. Et donc, d'une certaine façon, c'est bien la preuve que les institutions, notamment les politiques publiques, n'arrivent pas entièrement à tirer les leçons de l'interdépendance mondiale. Et c'est évidemment un parallèle avec la crise climatique. Donc, il y a un contraste entre cette mobilisation scientifique, et on peut encore faire le parallèle avec le climat, notamment sur la mobilisation technologique, et politique pour, bien sûr, essayer de répondre à cette mauvaise réponse. Mais en réalité, je vois, quand j'écoute, avec raison d'ailleurs, un certain nombre de chefs d'État, la présidente de la Commission, protester par exemple de l'action plus importante de l'Union européenne vis-à-vis de cette distribution des vaccins, puisque nous avons exporté autant que ce que nous avons consommé, en tout cas c'est leur évaluation.
N'empêche que c'est rien, c'est pas beaucoup, c'est pas assez par rapport à ce qui la menace qui pèse. Donc et il y a eu d'ailleurs, j'ai trouvé ça très frappant, le rédacteur en chef du journal médical de Lancet, qui a récemment décrit la crise du Covid non pas comme une pandémie, mais comme une syndémie, en montrant l'aspect systémique, en particulier du point de vue des inégalités dans les populations vis-à-vis du Covid, liées au fond à la vulnérabilité particulière de groupes sociaux. Donc il fait toute une liste, mais je trouve que c'est très intéressant de dire on raisonne dans un cadre intellectuel étroit, et j'ai trouvé vraiment intéressant que cet article du Lancet le mentionne, mais en réalité donc on n'a pas la perception cognitive qui serait à même de répondre aux problèmes. Et dans le cas du climat, la vérité c'est que c'est assez frappant là, de la similarité, le fait que on attend que la catastrophe peut-être se matérialise encore plus pour réagir. Il y a eu des expérimentations d'ailleurs en psychologie expérimentale qui montrent que lorsqu'on prend un groupe d'étudiants et qu'on leur montre différents dangers, une astéroïde qui va arriver dans je sais pas, 1 mois, 3 semaines sur la Terre, ou le changement climatique qui va arriver dans un délai plus long, là, en situation expérimentale, ce que j'ai pratiqué avec certains collègues, la réponse des étudiants est toujours la même. On réagit en coopération vis-à-vis de l'astéroïde, on ne réagit pas vis-à-vis du climat. Et donc, il y a vraiment un effet qui est très, très frappant, la distanciation temporelle, le fait que la catastrophe ne soit pas sûre, fait que nous pouvons ignorer la menace, et que du coup on la met dans un coin de notre cerveau. On n'a pas le sentiment qu'il faut mobiliser les choses, des comportements ou des pratiques de coopération, si au fond il y a quelque chose sur l'incertitude de la menace qui reste. Et je vais revenir sur cette incertitude parce que c'est évidemment un point très important, à la fois du sérieux de la communauté scientifique du GIEC, pour montrer qu'il y a des incertitudes, et qu'en même temps, cette incertitude est utilisée pour essayer d'oublier la catastrophe qui vient. Alors, et donc, il y a toute une discussion que j'aimerais rappeler, qui au fond, sur la base des connaissances scientifiques, est-ce que nous pourrions prévoir un scénario catastrophique? Ça a été un grand débat au sein du GIEC. Jean-Pascal, qui est présent, pourra nous en dire beaucoup mieux et beaucoup plus. Comment représenter et transmettre avec précision le défi du changement climatique? Est-il utile, par exemple, de présenter le changement climatique au-delà de 1,5 degré comme une catastrophe? Et à quoi ressemblerait cette catastrophe? Et il est intéressant de regarder tout ce que, d'ailleurs, les scientifiques ont réfléchi sur comment communiquer, puisqu'on voit bien que selon la façon dont on communique, l'exemple que je prenais, l'astéroïde qui arrive dans 1 mois, la catastrophe climatique qui va arriver au long du temps et du siècle, de notre siècle, comment est-ce qu'on peut en parler pour en même temps faire sentir les conséquences réellement dramatiques sur le dépassement de 1,5 degré en particulier, dont le rapport du GIEC montre très clairement les conséquences, pour susciter la compréhension, la mobilisation et la prise de conscience, puisque ce à quoi on assiste, c'est tout de même, je dirais, une action qui est quand même très modeste par rapport au problème. Lorsqu'on pense qu'il faudrait être à 0 émission nette en 2050 pour avoir 50%, un petit peu plus de chances de maintenir les températures aux alentours de 1,5 degré, supposer de réduire aussi de moitié les émissions d'ici 8 ans maintenant, quand on voit le rythme auquel on réduit nos émissions, 2% par an, 3% par an dans le meilleur des cas, beaucoup d'augmentation dans beaucoup d'autres, on se dit il y a une dissonance qui est, dont je voudrais évidemment vous parler. Alors il y a eu toute une discussion théorique d'ailleurs, mais aussi dans le débat scientifique, en disant il faut représenter la catastrophe très proche, très grave et très proche. D'autres pensant au contraire que la représentation de la catastrophe peut provoquer un découragement. Et ce questionnement lui-même est l'aboutissement d'un corpus de connaissances, d'un épistémé du changement climatique qu'il est utile de rappeler. Il y a eu 3 ouvrages récents assez différents qui éclairent cette histoire de comment la communauté scientifique s'est posé cette question et a essayé de communiquer sur cette question. Naomi Oreskes et Eric Conway dans Les Marchands de doute, et si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le recommande,
L'éco-socialiste Jan Angus, qui a donc dans un ouvrage dont je ne sais pas s'il est traduit, qui s'appelle Facing the Anthropocene, ou encore l'écrivain journaliste Nathaniel Rich dans Losing Earth, qui avait paru dans le New York Times comme un supplément, mais qui est publié maintenant. Et ils ont repris l'histoire de toute cette mobilisation, des débats politiques et scientifiques. Et alors qu'on sait, et encore une fois je répète des choses très connues, il est important de garder à l'esprit que l'effet de serre et la relation entre la consommation de combustibles fossiles et le réchauffement climatique sont des découvertes du XIXe siècle. Et la constitution de la science du système terrestre est concomitante des avancées scientifiques de nombreuses disciplines à la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle, notamment en physique, en chimie, en géologie, en glaciologie. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, avec l'augmentation des capacités de traitement de données, l'invention de l'ordinateur, de la révolution numérique, ce qui était auparavant des hypothèses s'est transformé en un corpus réel et solide de relations consolidées et établies entre les principaux éléments et phénomènes pilotant la forme et l'évolution du climat, de l'écosphère de notre planète et de son habitabilité pour l'espèce humaine. Et il est tout à fait intéressant de voir que tout de même, de façon quand même très, très lente, on est passé de « il faut sauver la planète » à « il faut sauver l'espèce humaine ». Même si encore on entend beaucoup sauver la planète, alors qu'évidemment il ne s'agit pas de ça, il s'agit de notre survie en tant qu'espèce. Alors de manière plus surprenante encore, ces récits montrent qu'il y a eu des alertes très précoces par le biais de conseils politiques fondés sur la science à l'intention des gouvernements, en particulier aux États-Unis, en Union soviétique et dans certains gouvernements européens, en particulier celui du Royaume-Uni. En octobre dernier, une étude de Sciences Po, de Stanford, de l'université Stanford et CNRS a par ailleurs révélé que l'entreprise Total avait connaissance, mais il n'y a pas que Total, il y a eu Shell, il y en a Exxon, il y a eu beaucoup d'exemples encore récemment, avait connaissance du fait que la combustion des énergies fossiles risquait d'engendrer un réchauffement climatique dès 1971. Première conférence sur le climat à Genève en février 1979. À ce moment-là, Gordon MacDonald témoigne que les États-Unis devraient prendre l'initiative et développer par le biais des Nations Unies un moyen de coordonner la politique énergétique pour résoudre le problème. Ça, c'était en 1980. Entre 70 et 80, une prise de conscience de la nature globale du défi climatique a avancé. Il y a eu le protocole de Montréal sur la couche d'ozone en 1985. Et donc, comme je le disais hier, en 1988, la création extrêmement importante du groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Alors, les rapports du GIEC sont centraux par tout ce qui est l'action climatique et la réflexion politique. Pour aller vite, en tout cas, je peux vous dire que moi qui me suis occupée des négociations, c'est vraiment les rapports d'évaluation du GIEC qui rythment le rythme de la coopération internationale et des négociations sur le climat. Le premier rapport d'évaluation publié en 1990 permet la naissance de la Convention climat en 1992. Le rapport de 1995 a soutenu l'adoption du protocole de Kyoto. Le rapport de 2007, le quatrième rapport, a préparé la négociation malheureusement ratée d'un accord mondial à Copenhague. Et le rapport de 2014, le cinquième rapport du GIEC, a présidé à la négociation de l'accord de Paris. Et en 2018, le rapport spécial sur 1,5 degré a ouvert la phase suivante. L'intention du GIEC était de surmonter la difficulté des décideurs politiques à saisir l'ampleur du problème climatique. Et d'une certaine manière, ce que je vous dis est une preuve de succès. Néanmoins, le diagnostic et les recommandations fondées sur la science ont toujours été formulés avec beaucoup de prudence, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Comment est-ce qu'on communique sans créer un rejet et en même temps en prévenant la catastrophe? Donc, d'une part, pour des raisons scientifiques internes tout de même, il faut le rappeler, l'attribution causale d'un phénomène n'est pas simple, mais aussi en raison de la sensibilité du GIEC aux critiques antiscientifiques et aux pressions de certains gouvernements et lobbies. Au moment de la préparation de l'accord de Copenhague, un certain nombre d'acteurs ont essayé de mettre en cause le sérieux scientifique des physiciens du climat avec une fameuse affaire de fuite de communication scientifique qui a vraiment permis de remettre en cause en disant au fond ces scientifiques ne sont pas sérieux. C'est au fond l'action de ce qu'on a appelé les climato-sceptiques ou les climate deniers qui ont saisi tous les moyens pour essayer d'invalider les travaux du GIEC.
Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, mais il y a eu quand même beaucoup d'années où on a essayé de façon vraiment solide de contester. Et c'est pour ça que le livre sur les marchands du doute explique très bien comment, à chaque moment, un certain nombre de lobbies d'intérêts ont essayé d'invalider les analyses, même pas seulement les recommandations. Et donc, l'approche du GIEC prudente, à juste titre, a consisté à présenter le changement climatique comme un risque, en décrivant les facteurs sous-jacents et en établissant les fourchettes de probabilité possibles par le biais d'une approche du consensus scientifique. Elle est fondée sur la collecte d'un vaste éventail de scénarios climatiques, produisant des clusters, des groupes de points de vue, établissant les meilleures estimations du réchauffement qui semblent recueillir le consensus de différents modèles qui sont eux-mêmes divers entre eux. Et la différence entre les points de vue qui se rassemblent autour d'un consensus et les points de vue qui représentent plutôt des scénarios extrêmes. Alors certains membres de la communauté scientifique, je pense à Jim Hansen en particulier, mais il y en a d'autres, qui ont critiqué cette approche en disant « mais vous êtes trop prudent, vous ne communiquez pas complètement le fait qu'il y a de nombreuses incertitudes, y compris sur les scénarios qui se regroupent autour d'un certain consensus. » Et il se trouve qu'un certain nombre de critiques disant, au fond, on sous-évalue l'ampleur des dommages climatiques se sont avérés justes dans certains cas, en particulier en se concentrant sur les probabilités médianes et non sur les queues des extrêmes. Le risque réel et de la réalité ont peut-être été sous-évalués par le passé. En tout cas, c'est l'avis de certains scientifiques et ça regroupe cette grande question, comment est-ce qu'on doit communiquer sur ce problème? Faut-il, au fond, avoir un discours qui présente ça comme un risque, mais qui ne génère pas, au fond, cette impression de catastrophe inévitable? Ou au contraire, faut-il valoriser le fait que cette catastrophe peut arriver, qu'il y a des chances qu'elle arrive, et donc essayer de générer une réaction? Alors, il y a eu un grand débat qui était très intéressant sur évidemment les inconnus majeurs du système climatique. Je ne suis pas physicienne, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais sur les capacités d'absorption et de régulation du climat, notamment la capacité d'absorption des sols, évidemment des océans à absorber la chaleur, de la surface de la Terre à réfléchir les rayonnements, le dégazage du permafrost. On a vu d'ailleurs au fur et à mesure des rapports du GIEC des précisions. La précision des modèles climatiques a été incroyablement améliorée depuis 5 ans et on voit chaque année des très très grands progrès sur ce thème. Mais on peut constater qu'en tout cas, quand on regarde ces différents rapports du GIEC, les changements se produisent, disons, plutôt sur les scénarios plus pessimistes que les scénarios plus optimistes. Les précipitations sont devenues plus intenses dans les régions déjà pluvieuses. L'absorption de chaleur par les océans de surface et le réchauffement des océans profonds a été plus important que prévu. L'élévation du niveau de la mer a dépassé certaines prévisions. La fonte de la glace, en particulier de mer Arctique, qui a été un grand débat au sein du GIEC, s'est produit au-delà des prévisions des modèles. Donc, c'est pour cela que des climatologues qui ont d'ailleurs, et c'est très intéressant de voir l'évolution du milieu scientifique et l'engagement de scientifiques aujourd'hui qui, me semble-t-il, et Jean-Pascal en est un formidable exemple, tout en continuant leurs travaux, se sont dit il faut qu'on joue un autre rôle dans la société. Jim Hansen, lui, a pris la conclusion de sortir du Goddard Institute dont il était le directeur, en disant, au fond, si je reste à faire encore mes recherches, je n'interviens pas là où je devrais. Et il a adopté une vision militante. J'ai beaucoup de mes collègues français qui ont fait le même raisonnement. Ils continuent leurs travaux pour certains, mais en étant de plus en plus investis dans le débat public, parce qu'on voit que cette alarme ne passe pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transmise, alors que Jim avait dès 1988, fait un témoignage devant le Congrès américain. Il y a donc cette question de est-ce qu'il faut être gradualiste ou plutôt catastrophiste, qui est évidemment un débat permanent. Donc, il y a une pression sur le milieu scientifique pour dire mais non, vous exagérez. Enfin, et donc comment les scientifiques peuvent tenir leur point de vue, être sérieux sur les incertitudes que recèlent évidemment leurs travaux, et en même temps prévenir la catastrophe. Alors le passage de ce risque à la catastrophe a également été le fait de quelques économistes qui pour la plupart étaient auparavant du côté du gradualisme.
Je dis souvent dans mes cours, les économistes ont été un des principaux obstacles à l'action climatique. Et c'est vrai, en disant on pourra agir plus tard, on sera plus riche plus tard, on connaîtra les technologies plus tard, pourquoi supporter les coûts de la réduction des émissions aujourd'hui, alors qu'en fait, ça sera beaucoup plus facile dans 10, 15, 20 ans. Pourquoi? Parce que les coûts du dommage climatique, comme ils étaient incertains, qu'on ne pouvait pas les introduire dans nos modèles économiques, eh bien, on les a juste ignorés. Et Nick Stern, dans son rapport de référence en 2006, a montré que l'analyse coût-avantage en vigueur prenait en compte les coûts de l'action, et il y a vraiment très, très, très nombreux travaux, tout en ignorant complètement, et le complètement est quand même extraordinaire, le coût des impacts. Donc, comme le coût des impacts était incertain, on ne les compte pas, on les fait disparaître comme par magie, et en revanche, on sait très bien compter le coût de l'action. Et donc, du coup, on se dit, avec ce fameux taux d'actualisation que les économistes utilisent, on sera beaucoup mieux dans 20 ans. Donc, on pourra toujours, à ce moment-là, en ayant évidemment des modèles particulièrement peu dynamiques, on pourra toujours se débrouiller. Et donc, on sous-estime systématiquement les dommages potentiels graves. Évidemment, le point de départ de ce raisonnement, en termes de théorie du choix rationnel, prévaut, par exemple, dans le domaine de l'assurance. Les décideurs sont confrontés à un univers de choix où ils peuvent, comme dans une loterie, réfléchir aux probabilités de gains et de pertes. Et un économiste très brillant, malheureusement, qui a mis fin à ses jours, Martin Weitzman, a soutenu que théoriser le climat en termes de risque risquait de fait de minorer le potentiel d'extrêmes catastrophiques. Les connaissances scientifiques ne permettent pas d'exclure ces hypothèses. Et dans la thèse de Martin Weitzman, il a dit très clairement « Le risque que les villes du Bangladesh, de San Francisco, de New York soient complètement submergées n'est pas vraiment assurable, mais il n'est pas impossible. » Et donc pour l'assureur, on supprime ce vote. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les assureurs sont en train de changer de point de vue et de considérer qu'il faudrait aujourd'hui commencer à assurer ou avoir un modèle d'évaluation de ces catastrophes extrêmes. Donc, risque ou comment est-ce qu'on passe de risque à menace, ce qui est l'objet évidemment de la réflexion que je vous propose. L'idée que, et pour les économistes, c'était très important qu'il fallait ignorer les événements, comme des assureurs au fond, ignorer les événements à faible probabilité et à très fort impact. Car les probabilités ne peuvent être efficacement attribuées à ces phénomènes. Donc la discipline auquel j'appartiens, la discipline académique, est alors de les écarter ou de les ignorer sur la base que, comme la catastrophe n'est pas assurable, elle ne peut pas se produire. Et je dois dire que dans mon expérience plutôt gouvernementale, j'ai eu c'est une anecdote, mais elle est très révélatrice. Il y a une grande catastrophe à Toulouse, quand j'étais au cabinet du Premier ministre à l'époque. Il y a une grande catastrophe d'une usine chimique qui a explosé. Et donc, évidemment, gestion de crise, et puis essayer de retour d'expérience. Et je me souviens très bien, alors j'ai oublié le nom du patron de cette entreprise, qui était dans la chimie, donc évidemment malheureux, avec toujours de problèmes de risque, et me disant, ça ne peut pas arriver. Et alors je lui réponds, mais c'est arrivé. Mais non, ça ne peut pas arriver. Et c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire de voir la dissonance cognitive, non pas dans le futur, disant, bon, ça va peut-être pas arriver, mais le fait avéré était impossible d'intégrer dans la réflexion de la gestion de l'entreprise qui avait annulé l'idée que c'était une très faible probabilité et donc elle n'allait pas arriver. Et donc c'était pas arrivé. Eh bien, je n'en reviens toujours pas d'avoir entendu cette réflexion. Il y a eu 30 morts, beaucoup de destruction à l'époque, devant quelqu'un qui disait, je pouvais comprendre le choc qu'il avait subi, mais disant, ça ne peut pas arriver. Et ça ne peut pas arriver, je crois, est tout à fait un témoignage de cette dissonance cognitive. Alors, je dirais qu'effectivement, c'est en train de bouger. Il y a maintenant des catastrophes bonds, des obligations catastrophes. Donc, on voit que l'idée que ça ne peut pas arriver est en train de se matérialiser, disons. Des assureurs qui cherchent des formes de ce qu'on appelle la collatéralisation. Semble-t-il, c'est les derniers travaux que j'ai vus, ces bons de catastrophes seraient de l'ordre de 30 milliards de dollars d'investissement.
La perspective philosophique du catastrophisme éclairé développée par Hans Jonas et d'une façon assez différente par Jean-Pierre Dupuy, qui est aussi un philosophe des sciences, propose de faire entrer la perception de la catastrophe dans le domaine éthique pour essayer de générer de l'action. C'est le propos de Hans Jonas. En raison de l'incertitude radicale de l'avenir climatique, elle affirme que l'unique position morale serait d'agir comme si elle devait nécessairement se produire. Et d'une certaine manière, on pourrait refléter la célèbre, dans un autre sens, la célèbre phrase de Nelson Mandela « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que cela arrive ». Alors, dans le cas de Nelson Mandela, c'était pour montrer qu'on pouvait mettre fin à l'apartheid, mais en tout cas, il faut croire en la possibilité d'un événement pour pouvoir l'empêcher. Et donc, en même temps, il y a, parce que c'est un problème mondial, de bien commun mondial, qui doit être abordé par tous, que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, il y a une double responsabilité éthique, d'abord entre les pays les plus pauvres, sans même mentionner seulement les pays les plus vulnérables, les communautés les plus vulnérables qui dépendent directement des conditions et des ressources naturelles qui sont radicalement modifiées par la modification du climat. On le voit sur le changement des régimes de mousson en Inde, sur les sécheresses qui se sont multipliées, et aussi évidemment dans les générations futures. Car notre action ou notre inaction, on le sait, et je vous dis quelque chose que tout le monde répète aujourd'hui, nous produisons le monde de demain, celui de nos enfants, mais aussi de nos petits-enfants. Alors, on voit qu'il y a un espace de redéfinition du domaine éthique lui-même, car non seulement lié à cette responsabilité intergénérationnelle et d'équité mondiale, c'est donc un nouveau domaine pour les relations internationales, mais c'est vraiment le jeu de l'habitabilité de la Terre pour notre espèce qui quand même redéfinit complètement le domaine éthique. Mais là encore, il est très difficile à intégrer, y compris dans la réflexion éthique et morale. Alors pourquoi l'inaction ? L'une des raisons évidentes de ce débat contrarié est sans aucun doute la complexité croissante de la question au fur et à mesure qu'ils sont intégrés aux négociations. Il y a beaucoup de domaines et la complexité de ce domaine fait que c'est un élément de paralysie de l'action. Cela touche aux intérêts nationaux, à la dette climatique, au transfert de technologie, au changement de comportement. C'est un forum incroyablement complexe. Je n'ai pas eu le temps de développer cet aspect-là hier. Donc un régime intégré, universel en matière de changement climatique devrait toucher à tout, à nos façons évidemment de vivre, que ce soit dans le domaine industriel, mais aussi à notre alimentation, on le voit maintenant, nos modes de consommation. C'est donc très systémique, comme le disait Richard Horton dans son article. Donc, d'une certaine manière, cette complexité est un facteur de la dissonance cognitive, où on sait qu'il y a des risques, mais c'est si compliqué qu'on ne peut pas agir. D'autres éléments doivent également être pris en compte pour expliquer les réticences qui proviennent de toutes parts, à la fois des politiques et parfois aussi des citoyens. Alors, le déni actif du problème par un certain nombre d'acteurs dont je parlais tout à l'heure. Les opérateurs historiques de l'industrie des combustibles fossiles n'ont pas arrêté de dire qu'on ne pouvait rien faire, y compris même récemment, en reconnaissant le problème. Encore une fois, de façon anecdotique, j'ai discuté avec plusieurs responsables, plusieurs patrons de l'industrie des compagnies de gaz et de pétrole. Tous m'ont dit que c'était un problème très grave et très important, mais qu'ils n'y pouvaient pas grand-chose. Donc il y a quelque chose sur le déni de l'action, l'impossibilité de l'action. Et alors là, il y a toute une série de groupes qui trouvent qu'on ne peut pas faire. On ne dit pas qu'il ne faut rien faire, mais on dit qu'on ne peut pas faire. Encore une fois, je crois que j'ai écouté il n'y a pas longtemps quelqu'un dire, mais de toute façon, un patron de l'industrie chimique, de toute façon, on aura toujours besoin, il faudra toujours du pétrole. On ne peut pas s'en passer. Donc il y a quelque chose comme, c'est impossible pour des raisons économiques qu'on comprend, mais aussi le fait qu'on ne va pas chercher autre chose, alors qu'il y a aujourd'hui, dans la chimie, beaucoup de solutions, enfin des solutions alternatives qui ont émergé, y compris avec des brevets qui sont déposés, et évidemment un délai de l'action, et donc il vaut mieux dire c'est impossible, même si on peut dans la même phrase dire c'est très grave, mais on ne peut rien faire. Alors il y a plusieurs éléments de la psychologie humaine qui ont été étudiés qui peuvent expliquer pourquoi nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Le premier est et pour moi ça a été très important de comprendre ça pour
d'une certaine manière, intégrer cette dimension dans la négociation de l'accord de Paris. Ça peut paraître très loin, mais en fait, c'était très important pour moi. Le premier, la distance à la fois chronologique et géographique. En ce qui concerne le temps, nous avons tendance à penser que le changement climatique est quelque chose qui se produira dans un avenir très lointain et éloigné de nos préoccupations quotidiennes et urgentes qui sont dans l'esprit de tout un chacun. Même lorsqu'il est formulé en termes d'impact sur les enfants, les études montrent que les personnes ayant des enfants sont encore trop concentrées sur les défis quotidiens de l'éducation d'une famille pour accorder la priorité à ce qu'elles considèrent comme étant une action très lointaine. De nombreuses personnes considèrent aussi que le changement climatique comme quelque chose de très abstrait qui pourrait ne pas les affecter. Et dans la discussion, si j'ai le temps, je vous parlerai de cette expérience très intéressante que j'ai eue avec la Convention citoyenne l'année dernière, enfin maintenant il y a presque 2 ans, en France. Le changement climatique est très rarement présenté comme une histoire locale. Et les gens ne pensent pas que les impacts du changement climatique les affecteront. Alors, c'est en train de changer, puisque c'est en train d'arriver très près de nous. Mais ils sont donc moins susceptibles de changer leur propre comportement. Et lorsqu'on réfléchit à la meilleure façon de communiquer sur le changement climatique, un autre facteur à prendre en compte est le fait que, selon de nombreuses études, le cerveau évite de traiter le malheur véhiculé par les discours sur l'apocalypse, l'effondrement ou la catastrophe, d'où d'ailleurs le souci des scientifiques du GIEC sur leur communication. Lorsque les gens ont l'impression que le problème est trop important et qu'ils ne peuvent rien faire, que quelque chose est trop effrayant ou qu'ils se sentent impuissants et dépassés, il vaut mieux bloquer le problème. En outre, s'ils ne pensent pas que le fait de changer leur comportement par eux-mêmes permet de résoudre le problème, ils ne le font pas et il vaut mieux oublier. Ce problème d'incitation au changement de comportement devient particulièrement difficile lorsqu'il y a aussi dissonance, c'est-à-dire ce que nous savons, comme le fait que l'utilisation des combustions fossiles et la consommation de viande, par exemple, contribuent au changement climatique, est souvent incompatible avec ce que nous faisons. Nous prenons notre voiture le matin et nous mangeons de la viande. On n'est pas végétarien et on prend l'avion. Nous savons tous que cette dissonance existe, même pour ceux qui sont déjà engagés dans l'action climatique. Cependant, parce que cette dissonance est inconfortable, l'option préférée est souvent d'éviter la culpabilité par la justification des actions, en utilisant l'argument que changer de mode de vie ne serait pas utile, ou plus extrême, en niant carrément les faits. Cette dissonance est particulièrement difficile à accepter pour les personnes lorsqu'elle affecte leur identité, leur culture et leurs valeurs. Si les gens ont beaucoup à perdre sur le plan personnel, ou si les informations qu'ils reçoivent ne sont pas conformes à ce que leur entourage croit, cela devient encore plus difficile. Pensons aux vaccins aux États-Unis, au fait que parfois certains membres de communautés qui votaient républicains ou dans certains États particulièrement réfractaires ont voulu se vacciner en cachette pour ne pas apparaître, se distancier de leur groupe. C'est tout à fait vrai pour le climat. Cela peut être observé vraiment aux États-Unis en particulier, où le changement climatique est devenu une question fortement partisane. Si les républicains sont généralement associés à une opposition ou à un déni de l'action climatique, il devient beaucoup plus difficile pour tout républicain individuel d'adopter une position pro-climat. Se distancier par rapport aux valeurs de son groupe est un facteur de cette impossibilité. Alors, Nordhaus, qui a donc eu un prix Nobel d'économie il y a quelques années maintenant, avec Schellenberger, expliquait en 2009, après s'être entendu dire que la science du climat exige que nous changions fondamentalement notre mode de vie, de nombreux Américains ont sans surprise conclu que le problème ne vient pas de leur mode de vie, mais plutôt de la science. Alors, en même temps, on a vu des mobilisations considérables aux États-Unis. On a vu la Convention citoyenne, j'en parlais, démontrer l'appétence pour un projet cohérent de réforme. Les protestations publiques en Pologne, par exemple, qui est un gouvernement particulièrement réfractaire, ont fait pression sur le gouvernement. Donc, j'en parlais récemment, y compris hier, en recourant aux juges. Donc, il y a des évolutions, évidemment, et je vais vous expliquer maintenant comment j'ai utilisé ces réflexions pour essayer de traiter ce problème de dissonance cognitive, en tout cas avec les moyens possibles. Alors, la conception de l'accord de Paris s'est appuyée sur les enseignements de nombreuses années de tentatives infructueuses. Et l'élaboration d'un consensus mondial sur l'action a nécessité de reconnaître que la dissonance cognitive entre les acteurs sociaux devait être abordée comme un obstacle, allant au-delà des obstacles politiques traditionnels. Limiter le réchauffement climatique suppose de nombreuses transformations économiques, sociales et technologiques.
L'ampleur et la portée des changements nécessaires ne peuvent être envisagés sans crainte, voire sans résistance. Les gouvernements et tous les acteurs ont donc été invités à découvrir et explorer progressivement le champ des possibles. Et à mesure qu'ils exploraient l'avenir, leurs attentes changeaient et se rejoignaient. Telle était la théorie du changement que j'ai utilisée pour construire l'accord de Paris, en se disant il faut regarder le futur lointain, regarder ce qui est possible, avec un message, au fond, que j'ai utilisé, c'était un peu le message que je cherchais à faire produire par toute cette discussion. L'économie à faible contenu en carbone, à zéro carbone, est inévitable et souhaitable, mais comme un horizon. Et l'idée qu'il fallait passer dans le temps, essayer de se projeter dans la longue distance pour revenir progressivement à aujourd'hui, était une manière d'apprivoiser l'avenir, d'explorer les possibles et donc de changer la perception de l'impossibilité. Ce qui était très loin, donc l'idée était de rapprocher l'horizon lointain pour le ramener dans le présent par le biais de, je dirais, d'un artefact, d'un processus politique qui est dans l'accord de Paris, de se dire, voilà, on donne nos actions climat qui ne seront pas assez ambitieuses à court terme, mais on se fixe des objectifs à long terme qui sont ambitieux, et progressivement, on doit revoir, par l'exploration et la connaissance, par la prise en compte de la connaissance, des évolutions, du fait que nous pouvions ramener ce lointain à aujourd'hui en ayant beaucoup moins peur. Et c'est très important parce qu'on a vu au cours de ces 6 longues années qui se sont écoulées entre Copenhague et Paris, un changement majeur qui s'est opéré pour ramener le global au local. J'en parlais tout à l'heure et donc je vais un peu accélérer. Je vous disais, à Copenhague, on parlait de la finance, de la transparence, de la différence entre pays développés et pays en développement. C'était ça le discours dominant. Et à Paris, je pense au président Obama, par exemple, qui en 2009 a consacré la majeure partie de son discours à parler du financement et de la surveillance. Et en 2015, il a commencé son discours en partageant ce qu'il avait vu se passer en Alaska. La mer engloutit déjà des villages, érode les rivages, le permafrost dégèle et la toundra brûle, les glaciers fondent à un rythme sans précédent. Et c'était très intéressant parce qu'en 2009, pour Obama, c'était une question politique secondaire. On l'a bien vu d'ailleurs, y compris dans l'engagement, il s'occupait essentiellement de la réforme du système de santé, et pour lui c'était quelque chose de lointain. Et de 2009 à 2015, l'horizon s'est rapproché, en partie évidemment vis-à-vis du constat du changement climatique. Et ce type de message a été repris dans le discours de chaque chef d'État, qui a chacun déclaré en 2015 « Nous avons fait l'expérience des impacts du changement climatique dans notre pays, cela arrive ici et maintenant ». Et donc cette question de rapprocher l'horizon est tout à fait centrale et que un autre facteur, alors ça c'était le premier facteur de ramener l'horizon lointain, on l'a vu et c'est comme ça que dans l'accord de Paris, il y a à la fois, comme je le disais, des engagements sur le relativement court terme, ce que l'on sait faire d'une certaine façon, et puis il y a le long terme, ce qu'on ne sait pas faire avec l'articulation entre le long terme et le court terme pour ramener au fond l'horizon de 2050 à aujourd'hui. Un autre facteur est le rôle que les scientifiques ont progressivement joué dans leur propre pays. Le GIEC est une institution mondiale. Si chaque pays participe et négocie le résumé destiné aux décideurs, il fonctionne sur la base d'un consensus mondial et d'une compréhension collective. Dans les années 2000, mais évidemment, ils sont composés de chercheurs de tous les pays. Et on peut le voir, certains pays contestaient ou relativisaient le contenu de ces rapports du GIEC, même lorsqu'ils avaient participé à la négociation du résumé, de ce fameux résumé destiné aux décideurs. Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Dans les années 2000, les académies nationales des sciences ont commencé à prendre le changement climatique de plus en plus au sérieux et ont produit leurs propres rapports spécifiques. Un processus par lequel elles se sont appropriées la science du climat et ont relocalisé ce savoir mondial, qui était en fait aussi le produit de leurs travaux, mais qui était présenté comme un savoir mondial et non pas comme un savoir national. On rejoint nos questions de souveraineté d'hier. C'était très intéressant. Aux États-Unis, le président Bush, qui ne croyait pas au climat, a demandé à la National Academy of Scientists d'examiner les conclusions du GIEC. Il souhaitait entendre que le changement climatique n'avait pas eu lieu. Il n'avait pas lieu. Et l'Académie nationale, de façon assez prévisible, a fourni un rapport soutenant l'analyse du GIEC et décrivant les conséquences d'un climat plus chaud pour les États-Unis. Un processus similaire a eu lieu en Chine, à peu près à la même période.
Plusieurs rapports ont été publiés par les académies scientifiques nationales. Et pour la première fois, des voix chinoises, en Chine, en chinois, disaient au gouvernement que la Chine allait être sérieusement impactée par le changement climatique. C'est un des pays qui va être le plus impacté, qui est déjà impacté. Ces deux exemples montrent que le fait d'amener le global au local, d'avoir les voix des gens de son propre pays, de sa propre région, de sa propre ville, dit ceci, signifie ceci, ceci est réel et cela nous affecte aussi. Et cette approche s'est révélée fructueuse dans les processus de politique officielle également. Alors que la déclaration officielle de Copenhague séparait clairement les déclarations politiques et scientifiques, les choses ont changé avec la production de ces évaluations nationales. De nombreux chercheurs participaient déjà au processus du GIEC. Mais quand on disait la même chose dans une publication nationale, les gouvernements se sont plus facilement appuyés sur la conclusion. Glasgow est un magnifique exemple de cela. C'est la première fois, et il y a souvent une espèce de négociation difficile sur la manière dont le rapport du GIEC est intégré dans la conclusion d'une conférence des parties. Et là, d'une façon très claire, il y a eu la reconnaissance que c'était ça la référence et qu'il fallait considérer que oui, le réchauffement limité à 1,5 degré était l'objectif qu'on devait absolument produire en s'appuyant, en reconnaissant l'apport du rapport du GIEC. Et ça a été une très longue, je me souviens, de discussions, de négociations pré-Copenhague d'ailleurs, sur, y compris les négociations indiens, enfin le ministre de l'Environnement de l'époque, qui était pourtant remarquable, disait une certaine science dit que la catastrophe climatique est en train d'arriver. Et cette idée d'une certaine science, de what is a sound science, on tournait autour du pot pour dire il y a une certaine science qui dit ça, mais il y en a d'autres qui disent autre chose. Bon, heureusement, ça c'est fini. Et c'est bien tard, mais c'est fini. Alors, même chose, ramener les ouragans, les typhons, les événements extrêmes et les vagues de chaleur qui ont entraîné malheureusement la mort de beaucoup de personnes, la destruction de villes dans le présent, ça n'est pas une dystopie lointaine, c'est en train d'arriver. Et on comprend d'ailleurs, à cause de la difficulté d'attribution des causes, la prudence des scientifiques du climat, mais de rapprocher aussi, ça n'est pas dans le lointain, c'est en train d'arriver aujourd'hui. Et cette perception chronologique a évolué. Aujourd'hui, en plus, 2050, c'est beaucoup plus près. Malheureusement, d'une certaine façon, beaucoup plus de personnes peuvent s'imaginer vivre en 2050. Et c'est exactement pourquoi l'engagement croissant des jeunes témoigne de ce changement d'horizon temporel. Et c'est dans ce but, pour ramener, je l'ai dit, et je vais un peu plus vite, l'avenir au présent, que ce bilan mondial et là, un mécanisme de révision tous les 5 ans ont été intégrés à l'accord de Paris. C'est la manière de se répéter et de faire évoluer la connaissance, non pas la connaissance en tant que telle, elle est de plus en plus là, mais l'intégration dans le domaine politique. Demander aux pays de présenter d'ici à 2020 leur plan de décarbonation pour 2050 a été finalement très efficace. Ce n'est pas encore fait, mais on a eu plus de 130 pays qui se sont engagés à être à zéro émission nette en 2050, ce qui est évidemment ce qui est nécessaire. Mais du coup, cela permet d'imaginer ce à quoi ressemblerait cette économie décarbonée et donc de l'amener dans le présent et de le rendre plus familier. Démontrer que les solutions existent, qu'elles sont connues, que les outils sont disponibles pour les mettre en œuvre et que les fonds sont disponibles pour les financer sont des étapes importantes pour éviter le blocage de l'information et le déni. En particulier, les politiciens et les responsables politiques, par exemple, doivent proposer des solutions pour réussir et légitimer leur position de pouvoir. C'est ce qu'ils font habituellement. Et ils ont tendance à traiter, là aussi j'ai beaucoup d'exemples, à traiter des sujets qu'ils comprennent ou qu'ils connaissent dans une certaine mesure et dont ils se sentent le plus à l'aise pour parler. À la vérité, il n'y a pas beaucoup de responsables politiques parce que ça suppose des connaissances scientifiques peut-être. Et une de nos amies communes avec Jean-Pascal, Valérie Masson-Delmotte, a mis au point un petit questionnaire sur le changement climatique. Alors ça parle de qu'est-ce que c'est le réchauffement à les différents degrés de température. Et elle pose cette question aux ministres, au cabinet ministériel, aux directeurs d'administration. En général, ils ne vont jamais au-delà de la 3e question. Ils confondent à peu près tout le temps 2 degrés et 2%. C'est drôle, hein, mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et c'est vrai, hein, je l'ai vérifié moi-même. Et alors, ils confondent en général, en tout cas jusqu'il n'y a pas longtemps, parce qu'elle a mené ces questionnaires l'année dernière, la détérioration de la couche d'ozone avec le changement climatique, en général, ils confondent. Et donc,
Et comme ils ne sont pas à l'aise, et encore une fois, j'ai plein d'exemples, ben, ils ne savent pas trop en parler, donc ils ne peuvent pas être légitimes à proposer des choses, puisqu'au fond, ils ne sont pas très sûrs. Et y compris dans le gouvernement français actuel, on le sent. Hein, le président Macron a dit, bon, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas ma culture. Bon, mais il faut qu'il acquiert la culture. Là, ça commence à être vraiment urgent. J'ai un très bel exemple. Là, c'était Gordon Brown, je crois, non, Tony Blair, qui était le Premier ministre britannique. C'était un grand colloque. Alors, il y avait un grand débat sur les questions de macroéconomie et de développement et un autre débat sur le climat. Alors, la façon dont les politiciens traitent la macroéconomie mondiale illustre très bien ce point. Ils sont très compétents. Ils savent très bien discuter du taux de change, de la dette, du système fiscal, parce qu'ils comprennent ça, ils disposent d'outils qu'ils savent pouvoir utiliser, alors qu'en réalité, ils ont extraordinairement peu de contrôle sur cette histoire macroéconomique mondiale. On a très peu de contrôle sur le marché financier, mais on sait en parler. Alors que dans le climat, on ne sait pas en parler. Et ça aide à cette dissonance cognitive. L'un des grands défis auxquels nous avons été confrontés avant la COP21, ça a été justement d'encourager les gouvernements à décider de leurs propres engagements, avec, au fond, essayer de présenter qu'est-ce que c'était le kit d'outils de politique publique, puisqu'il fallait quand même qu'on mette des choses précises dans l'accord de Paris. Mais comme... donc, l'idée étant qu'on ne pouvait pas se mettre d'accord sur la répartition du budget carbone mondial de façon équitable, ça c'était malheureusement impossible. L'idée était que les pays devaient tout de même déterminer leur impact carbone et la manière de le mesurer. Et c'était très frappant de voir au fond qu'ils avaient très peu d'idées sur comment aborder ce problème. Donc le manque de connaissances est aussi un facteur évidemment de cette dissonance cognitive. En tout cas, elle contribue à la facilité. C'est pour ça qu'il est essentiel d'indiquer clairement que les outils, les solutions pour lutter contre le changement climatique existent, qu'ils sont connus et pour certains très familiers, que le calendrier, le budget carbone, la technologie, les coûts, tout cela est de plus en plus connu. Les décideurs, les responsables politiques et les professionnels peuvent utiliser tous ces outils pour faire de vrais choix et qui peuvent être légitimes en s'engageant dans cette action climatique et au fond en n'étant pas persuadés que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc la notion de maîtrise du problème, même si elle est rhétorique, elle est extraordinairement importante. Donc il y a un aspect de langage qui est tout à fait important. Et effectivement, s'ils confondent 2% et 2 degrés, ça commence pas très bien. Les citoyens ont également besoin qu'on leur présente des solutions. Il est important de communiquer le fait qu'il existe des solutions pour leur gouvernement, qu'il existe des outils que leurs représentants peuvent utiliser, d'aider les citoyens à tenir les gouvernements responsables de l'utilisation de ces outils. Et c'est essentiel de veiller à ce que la menace climatique soit communiquée d'une manière qui trouve un écho auprès des individus, en mettant en avant, bien sûr, les réponses qu'ils peuvent mettre en œuvre, mais aussi celles qui devraient être mises en œuvre collectivement. Et je dirais qu'en particulier, c'est passer de la réception de l'information à la position d'acteur qui fait toute la différence. C'est ça qui permet d'abord de surmonter l'anxiété que ceci génère. Et elle est réelle, cette anxiété, et elle est compréhensible. Je dirais que parfois même, il y a dans mes collègues qui s'occupent plutôt d'action, d'activistes, ils disent que parfois c'est la mise en mouvement du corps est une manière d'aborder l'information et de la rendre possible. Parfois, mettre une pancarte, les dessiner et la mettre dans la rue, c'est déjà une manière de s'engager. Vous avez vu comment Greta Thunberg a commencé sa grève scolaire. C'est aussi en écrivant une pancarte et en se mettant elle-même physiquement en visibilité. Se mettre dans l'action est la meilleure manière d'intégrer l'information et puis d'en faire quelque chose. Et pour montrer que du coup, ça n'est pas la seule responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est aussi sa responsabilité, même si en soi-même, on ne peut pas, avec les outils disponibles, on peut faire, mais on ne peut pas faire tout du point de vue de l'action individuelle. Et donc, l'idée que, au fond, chacun est un... Pardon. L'idée qui m'a aidée à construire cet accord de Paris, c'est de dire il faut arriver à faire partager l'idée que chacun a une responsabilité dans sa structure de gouvernance, dans son action. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il y avait les gouvernements, mais qu'il y avait aussi
les maires de grandes villes, il y avait les entrepreneurs, il y avait les institutions financières. Chacun avait un propre processus décisionnel et devait mettre le climat dans son propre processus de décision et d'action. Et c'est cette mise en mouvement de l'action qui allait permettre je dirais, de surmonter les obstacles, en ayant un objectif commun, ceux de l'accord de Paris, mais concevoir comment leur activité, leur mise en mouvement, leur action allait être cohérent avec cet objectif. Et donc, il me semble que, pour moi, la mise en œuvre de cet accord complexe, c'est une activité transversale, comme une activité transversale. C'est un moyen puissant de faire converger les attentes, les anticipations de ce qui va s'arriver, et ce qui permet en soi, c'est un formidable outil de mise en œuvre. Il me semble que l'action et le savoir sont fondamentalement liés. En tout cas, c'est ce constat qui doit nous aider à dépasser cette dissonance cognitive et irriguer l'esprit multilatéral et solidaire de l'accord de Paris. C'est par l'action qu'on surmonte cette dissonance. C'est l'absence d'action qui finalement la consolide et la maintient. Et donc lorsqu'on nous dit c'est pas possible, c'est ça qu'il faut arriver à décoincer par les pressions réciproques, mais aussi par cet apprentissage. Et je crois fondamentalement à cet apprentissage, à cette révision de la connaissance et à cette intégration, y compris, je dirais, dans son propre corps, qui fait que on peut surmonter cette dissonance qu'on comprend très bien parce que cette catastrophe fait peur, cette menace fait peur, qu'on se sent évidemment chacun d'entre soi et même le gouvernement d'un pays très impuissant, mais que c'est l'action qui permet de dépasser ce sentiment d'impuissance. Je vous remercie. Mme Tubiana, les usages font que je ne peux pas vous donner l'accolade, certainement en ces temps de crise sanitaire, et je voudrais certainement vous présenter toutes mes excuses pour n'avoir pu assister qu'à la toute fin, mais je suis rassuré, tout est podcasté, je vais pouvoir tout écouter, il n'y a pas de souci. Il se fait que quand vous faisiez la gentillesse de venir à Bruxelles, je devais être à Paris. Voilà, c'est comme ça. Mais donc, pour expliquer un peu à tout le monde, chaque année, l'Académie royale de Belgique décerne un prix, le prix de l'Académie, le prix de toutes les classes, j'insiste sur cet aspect-là, mais où chaque classe est à tour de rôle l'initiatrice de la proposition de l'année. Et en 2019, parce que voilà, la crise nous a privés de votre, en partie seulement de votre présence, parce que vous étiez avec nous à l'écran, vous nous aviez envoyé une petite capsule. Et bien en 2019, c'est la classe technologie et société, dont on a aujourd'hui la vice-directrice actuelle, mais c'était une autre direction qui avait proposé votre candidature à ce prix, et l'ensemble de l'Académie, à travers sa commission administrative, s'en est très très fortement réjoui, ce qui fait que effectivement nous avons pu vous décerner à l'époque, et vous étiez en image avec nous ce prix de l'Académie. Je pense que tous ceux qui ont assisté à vos deux leçons ne se posent pas du tout la question de savoir pourquoi on vous a décerné le prix de l'Académie. Ça semble évident, bien sûr pour votre rôle à la COP 21, ça c'est clair, mais aussi pour essayer de mettre le doigt sur l'importance de toutes ces personnes qui mettent les gens en contact, qui font la négociation, hein, et non pas uniquement sur une partie de ceux qui sont les acteurs de la transformation. Il faut aussi des gens qui font du lien, et l'Académie a considéré que vous étiez certainement parmi ces gens celles qui avaient obtenu beaucoup de résultats, parce que la COP21 vous doit énormément. Et elle vous le doit sans que vous ayez jamais été sous les feux de la rampe. C'est-à-dire que nous voulions aussi, même pour un prix de l'Académie, le décerner à quelqu'un qui exerce sa fonction remarquablement bien, certes, mais avec une énorme modestie. Ce qui est aussi important, je pense, dans ce climat de bataille. Hein, il ne faut pas uniquement chercher la gloire dans un combat de ce type, il faut essentiellement vouloir travailler. Nous avions considéré que votre parcours était absolument remarquable dans ce domaine-là. Alors je pourrais évidemment, pendant
1 heure, vous tressez des couronnes, c'est pas le but ici, mais c'est vraiment de tout cœur, à l'expression de toute l'académie, de tous les académiciens et toutes les académiciennes. Il y en a quelques-uns, quelques-unes. Je vois Anoutman, je vois Edwin Zakai, Jean-Pascal, bien évidemment, mais c'est évidemment toute l'académie qui, à travers moi, vous remercie d'abord, vous félicite, et puis, modestement pour nous, vous encourage, parce que je pense que vous avez encore énormément de choses à produire. Alors, voilà un portrait, celui d'une femme, celle qui a créé notre académie en 1772, donc ça va faire bien vite, enfin dans un an, en fait, 250 ans. Voilà, donc je suis très très heureux de vous la remettre. Et puis, voilà, un diplôme qui suivra vos déménagements, si jamais vous comptez déménager, mais qui vous rappellera peut-être notre académie et en tout cas, certainement, notre soutien et notre admiration également. En tout cas, avec toutes nos félicitations. Merci. Je suis très sensible à ça, d'avoir été distinguée parmi beaucoup de gens remarquables dans cette longue série. Je suis très sensible à ce que vous dites sur le caractère, enfin, je ne veux pas me qualifier de modeste, mais dans ces travaux, le narcissisme et l'ego est un vrai obstacle. Et donc, pour que chacun se sente propriétaire de ce qui se passe, c'est absolument essentiel de ne pas penser seulement à soi. Il y a eu beaucoup d'échecs, en particulier Copenhague était un échec. L'ancienne secrétaire exécutive de la Convention climat dit la Convention biodiversité, c'est à propos des écosystèmes, et la Convention climat, c'est à propos des écosystèmes. Et chacun a voulu sauver la planète. Et sauver la planète, en général, ça ne marche pas, alors parce qu'elle s'en fiche, et aussi parce que ce n'est pas le problème, c'est l'action collective. Et donc je suis très touchée, vraiment particulièrement touchée de cette remarque, parce que pour moi, c'est probablement le plus important. L'honnêteté et le lien, c'est avec ça que je crois qu'on peut faire les choses. Donc merci encore. Merci à vous.